Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Je vous en prie, reprenez-en encore quelques-unes, conseille John en désignant l'énorme boîte de saucisses viennoises qui trône sur la table. Vous ne mangez presque rien et nous avons besoin de toutes nos forces pour affronter cette fin du monde. John Smith essaie de capter le regard de la dernière femme survivante de cette terre. Elle s'appelle Louise Olivier et elle est installée en face de lui dans un des plus réputés salons de thé, le Kensington. Un silence absolu règne dans cette salle habituellement submergée par le bruit. Il est pourtant 5 heures de l'après-midi, mais seul, absolument seul, leurs deux voix résonnent. « Je n'ai pas faim », se contente de répondre Louise, de nouveau le regard furtif. « Voulez-vous que j'aille vous chercher autre chose dans les cuisines? Des pains au chocolat? Je crois qu'ils ne sont pas trop rassis. » Les yeux de Louise ont sombré dans le vague. Elle a repris son expression d'animal terrorisé et elle n'écoute même plus ce que raconte cet homme qui la fixe avec détermination. Ça y est, ça la reprend, marmonne John pour lui-même. Il se penche en avant. « Louise !» s'énerve-t-il en bousculant légèrement son épaule. « Que se passe-t-il? Regardez-moi au moins !» Elle lève les yeux vers lui et se met à le fixer avec un regard de poulet hypnotisé. John respire un grand coup. « C'est déjà mieux, » dit-il. Ça fait la 3e fois qu'elle lui fait le coup. Ils se sont découverts au bord d'une route déserte. Durant des jours et des nuits entières, John avait désespéré de rencontrer un de ses semblables encore vivant. Aussi, une joie immense, disons même hystérique, s'est emparée de lui lorsqu'il a vu cette petite femme de 40-45 ans, tout au plus, rescapée comme lui de l'abominable guerre nucléaire. « Une femme !» s'est-il écrié. « De quoi continuer l'espèce ?» Louise, elle, a simplement dit « Bonjour, monsieur, enchanté de faire votre connaissance », en lui tendant une main tremblante. John a tout de suite compris. Elle n'a pas tenu le choc mentalement. Il ne faut surtout pas la brusquer, a-t-il pensé. Certes, depuis ce jour-là, Louise a fait quelques progrès grâce à ses efforts spectaculaires. Elle admet enfin qu'il y a eu un ennui nucléaire, pour reprendre sa propre expression, mais oublie facilement que lui, John Smith, et elle, Louise Olivier, sont les derniers survivants de cette terre. Et puis elle s'obstine à dire qu'elle n'a que 18 ans. Bon, tout ça encore n'est pas trop gênant pour le plan de John Smith qui n'a qu'une seule idée en tête, lui faire des enfants, beaucoup d'enfants. Mais lorsqu'elle refuse de dormir dans le même hôtel que lui sous prétexte que sa religion l'en empêche, alors là, il n'est plus du tout d'accord. « Voyons, Louise !» lui dit-il brusquement, bien décidé à remettre le sujet sur le tapis. « Je respecte naturellement vos opinions, mais permettez-moi tout de même de vous dire que dans notre situation, votre attitude est un peu déplacée. » Elle le considère avec perplexité et détourne les yeux. « Si vous voulez parler de ma foi religieuse, John, je vous répète qu'il m'est impossible de vivre dans le péché avec vous. » répond-elle en ouvrant son sac de cuir noir qu'elle transporte toujours avec elle. Elle en retire une petite glace et un crayon avec lequel elle s'applique coquettement à redessiner le contour de ses lèvres.
John Smith est pris d'une envie soudaine, presque irrésistible, de tordre son cou maigre, un peu flétri, et de poursuivre son chemin tout seul. Mais, hélas, il n'y a pas le moindre doute. Louise est la seule femme sur cette terre, et il a besoin d'elle. Si elle meurt ou si elle le quitte, l'humanité disparaîtra à jamais. Sacrée vieille garce, pense-t-il rageusement, en s'efforçant de garder un visage placide. « Louise, ma tendre Louise, » lui dit-il, « il faut que nous regardions la réalité en face, aussi pénible qu'elle puisse être. J'ai passé 3 mois dans les ruines du studio d'une station de radio de Rochester et j'ai écouté les voix jusqu'à ce qu'elles s'éteignent les unes après les autres. Elles ont affirmé que l'Europe avait disparu, simplement disparu. Il n'existe pas un hectare qui n'ait été ravagé par la poussière radioactive. Il n'y a aucune nouvelle de Washington, New York, Londres, Paris, Moscou, Chongqing, Sydney, de nulle part, Louise. Nous sommes, je vous l'assure, le seul homme et la seule femme qu'il y ait au monde. J'ignore encore pourquoi. Nous n'avons pas été atteints ni par la poussière radioactive, ni par les bombes. Nous sommes comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. » Une expression légèrement dégoûtée apparaît sur le visage de Louise. Visiblement, ses pensées vont directement vers les feuilles de vigne. « Et Dieu, poursuit-il, n'a certainement pas voulu que la race humaine s'éteigne ainsi. Il nous a épargnés, vous et moi, pour... » Il s'interrompt brusquement. Comment pourrait-il s'exprimer sans la scandaliser ? Pour faire des enfants ne convient certainement pas, c'est trop suggestif. Pour transmettre le flambeau de la vie, conclut-il avec un trémolo dans la voix. Louise regarde fixement par-dessus l'épaule de John et cligne des paupières. Je considère comme un véritable outrage ce que vous me proposez. D'autant que vous inventez tous ces arguments pour arriver à vos fins, mais, voyez-vous, Dieu m'observe, et si nous ne pouvons nous marier... « Mais si ça n'est que ça, ma Louise, l'interrompt-il aussitôt, nous pourrions effectuer cette formalité. » Cette fois, c'est Louise qui ne le laisse pas terminer sa phrase. « Sans l'autorisation de mes parents ? N'y comptez pas, John. N'oubliez pas que j'ai à peine 18 ans. » John a vraiment envie de pouffer d'un rire nerveux en voyant cette femme d'âge mûr adopter un regard de jeune fille scandalisée. Malgré ses 3 couches de fond de teint, on ne peut se méprendre. Cette femme doit bien avoir 40 ans pour le moins. Et elle a eu le temps d'avoir plusieurs enfants, si ça se trouvait, qui sait, plusieurs maris. C'est d'un ridicule, a-t-il envie de lui jeter à la figure, mais il décide de continuer à jouer le jeu. Nous n'allons tout de même pas attendre que vous ayez 21 ans, Louise. Et Louise poursuit, et sans ministre du culte protestant, vous n'y pensez pas, John? Sans ministre du culte protestant peut-être, mais devant Dieu en tout cas, répond-il promptement. C'est lui-même qui nous donnera sa bénédiction. À ces paroles, Louise reste un peu interloquée. Évidemment, dit-elle, dans ces conditions, mais... John ne la laisse pas poursuivre, car il la sent faiblir. Il n'y a pas de mais. Je vous propose un mariage dans toutes les règles de l'art, et puis vous aurez la plus belle robe de mariée que vous ayez jamais vue, et un bouquet, et tout ce que vous désirerez, Louise, tout, même une maison. Vous savez, cette ferme en dehors de la ville, nous planterons toutes sortes de choses comme ça. On pourra s'alimenter sans vivre tout le temps sur les restes des restaurants. Une robe de mariée, des fleurs, une maison. Comment n'y a-t-il pas pensé plus tôt? En entendant ces mots, Louise a changé de regard. Ses yeux sont humides à présent. Écoutez, John, vous avez semé le doute dans mon esprit. Sans doute avez-vous raison. Peut-être vivons-nous là la fin du monde. Je veux aller me recueillir seul sur la colline sacrée près d'ici et m'en ouvrir à Dieu. Louise va-t-elle accepter d'épouser John Smith?
Dans quelques instants, vous saurez si le genre humain a encore un avenir. C'est la fin du monde. John Smith et Louise Olivier sont les derniers survivants. Vont-ils arriver à perpétuer l'espèce? Et dire que la survie de l'humanité repose entre les mains d'une folle, pense John. Louise s'est absentée depuis 2 heures à présent. Mais que peut-elle bien raconter à son Dieu, se demande-t-il au comble de l'impatience. Ne pouvant plus tenir en place, il se lève brusquement et se dirige vers la porte pour prendre l'air. « Au moins, des cigarettes, il y en aura toujours !» se dit-il en tirant un paquet de sa poche. Soudain, il voit une silhouette se découper au loin. La voilà qui revient, clopin, clopin. Mon Dieu, comme elle a du mal à marcher, commande-t-il tout haut. Elle semble même boiter. Lorsqu'elle arrive à sa hauteur, il constate avec stupéfaction qu'elle s'est encore remaquillée. Elle paraît bouleversée. N'y tenant plus, il demande « Alors, Louise, consentez-vous à m'épouser ?» « Oui, John. Si vous le désirez, je consens à vous épouser. » Il inspire profondément et propose « Ce soir, Louise ?» Elle répond « Ce soir? Ça, je ne sais pas trop. Mais si vous croyez pouvoir prendre toutes les dispositions en temps utile... » John se retient de ne pas lui sauter au cou. On ne sait jamais, cela pourrait peut-être la faire changer d'avis, pense-t-il. « Dites oui, chérie, dites oui, et faites de moi l'homme le plus heureux... » Il s'embrouille dans le reste de sa phrase, mais cela n'a vraiment aucune espèce d'importance à présent, car il la voit hocher la tête d'un air soumis. « Tout ce que vous jugerez être pour le mieux, John. » Il s'approche d'elle et elle l'autorise à poser un léger baiser sur sa joue qu'il trouve, disons, un peu desséché. « Que penseriez-vous, commence-t-il, si nous nous marions en haut de la colline sacrée? Nous serions ainsi à l'air libre face à Dieu. Mais si vous préférez ailleurs... » « Quelle merveilleuse idée, dit-elle enthousiaste. « Eh bien, si vous le permettez, Louise, je vais vous laisser 1 heure ou 2 pour m'occuper des préparatifs. Vous n'aurez à vous occuper de rien. Je vais aller vous chercher le plus gros des diamants. Pendant ce temps, je vais tout de même essayer de trouver un témoin, dit-elle, la voix chevrotante. « C'est parfait, répète-t-il en la laissant à ses illusions. « Rejoignons-nous là-bas à 18 heures, si vous le voulez bien, ma Louise. » Elle lui fait un petit signe de la main avant de quitter le salon de thé, toute guillerette. Maintenant, pense-t-il en la regardant s'éloigner, je n'en ai plus que pour quelques heures à devoir être aussi aimable avec cette bonne femme. Ensuite, elle sera enchaînée à moi pour toujours. Après, je ferai d'elle tout ce que je voudrais, même la battre si j'en ai envie. Alors, ça ne sera pas tellement désagréable d'être le dernier homme sur Terre. Pas désagréable du tout. Tout en songeant à cela, John laisse échapper un énorme rire. Comme c'est bon de ne plus se sentir contraint. Et puis, son visage redevient subitement grave. Il se demande « Combien d'enfants pourra-t-elle encore me donner ? 1, 2, peut-être 3 ? » John n'a jamais jugé nécessaire d'avoir des enfants auparavant. Cela représentait pour lui une source d'ennui avant tout. Étant chercheur en biologie, il pensait qu'une découverte un peu géniale suffirait à le rendre immortel. Le nom de John Smith serait dans tous les livres de biologie moléculaire, croyait-il. À présent, ce qui lui semble le plus important au monde, c'est de donner la vie, et non de l'étudier. Le monde est revenu à la case départ. Tout, rigoureusement tout, est resté à sa place. Ici, seuls les humains ont été décimés par la radioactivité. John se dirige vers le rayon le plus luxueux du prêt-à-porter masculin. Il choisit un costume en alpaga bleu marine, un nœud papillon plus une chemise de soie.
Il en profite aussi pour changer de chaussures et opte pour une paire élégante aux grains raffinés. Puis, il décide de raser sa barbe devant un énorme miroir grossissant. Un coup de peigne dans ses cheveux bruns, et voilà le travail, dit-il tout haut. Allègrement, il descend les marches 4 à 4 pour rejoindre l'étage inférieur. Heureusement qu'il passe devant une vitrine de bijoux, il allait oublier les alliances. Il ne fait ni une ni deux, il s'empare d'un long marteau au rayon bricolage et fracasse la petite vitrine dont le verre s'éparpille en 1000 éclats. Aussitôt, la sirène anti-vol retentit dans tout le premier étage. John Smith est pris d'un rire nerveux en ramassant une poignée d'alliances en diamant qu'il met dans sa poche. « Sur le tas, il y en aura bien au moins une qui ira à son doigt, se dit-il. » Lorsqu'il arrive en haut de la colline, de gros nuages menacent d'éclater. Louise Olivier est déjà là. Mais où a-t-elle été pêcher cette tenue, se demande John. On dirait qu'elle porte une robe d'il y a 100 ans. Elle rougit en l'apercevant. « Nous allons avoir un orage, John. Dieu marque ainsi sa présence. Ne croyez-vous pas? Hein? Oui, c'est ça, c'est un signe, je crois, acquiesce John, las de toutes ces fadaises. Vous êtes prête, Louise? Oui. Ils s'agenouillent tous deux, la main dans la main. John sort 2 alliances de sa poche. Il parle le premier. Louise Olivier, consentez-vous à prendre pour époux John Smith, ici présent, pour le meilleur et pour le pire? Oui. Le tonnerre gronde avec force à présent et de grosses gouttes de pluie tombent sur eux à une vitesse fulgurante. John Smith, consentez-vous à prendre pour épouse Louise Olivier, ici présente, pour le meilleur et pour le pire? Demande-t-elle à son tour. Il se retourne vers elle et la regarde dans les yeux. Quelle drôle de mariée elle fait. Sa permanente est tombée comme un soufflet, ses cheveux ruissellent, son épais maquillage dégouline et laisse entrevoir une peau bien abîmée. En effet, des sillons autour de sa bouche et de ses yeux apparaissent très nettement, même sous son voile de tulle blanc. « Oui, » répond John un peu ébranlé par ce contraste. Il s'empare des alliances et attire à lui la main gauche de Louise pour en glisser une à son doigt. Il retire d'abord délicatement le long gant blanc qui remonte jusqu'à l'avant-bras et découvre avec stupeur de multiples taches brunes sur le dos de sa main, des taches de vieillesse. Mais quel âge avez-vous donc, en fait, Louise? Mais, voyons, John, mais... Il saisit son sac qu'elle a déposé entre deux et se met à le fouiller frénétiquement. Il en sort sa carte d'identité et lit « Né le 9 mars 1928 ». Il ne faut pas beaucoup de temps à John pour effectuer le rapide calcul. 60 ans. Elle a 60 ans! Mais comment a-t-il pu se tromper à ce point? 60 ans! S'écrie-t-il en fusillant Louise du regard. Vous avez 60 ans! Vous n'êtes qu'une vieille folle, incapable de me donner le moindre enfant! Mais quoi, John? Dit Louise effondrée. Je suis tout de même pas mal pour 60 ans, non? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.